Bonjour à tous, du coup je vais vous présenter le projet de modélisation 3D du pont de Schaffhausen sur le Rhin, projet dirigé par Olivier Bonin, sur lequel aussi Florence Carnanti et moi-même avons travaillé. Pont de Schaffhouse, je vais vous présenter une petite histoire. Alors ce pont, c'est une technique révolutionnaire conçue par un architecte qui s'appelle Hans Ulrich Grübenmann, qui, à partir de uniquement du bois, arrivait à faire des portées absolument très grandes. Donc ici, vous avez un pont avec deux arches, une portée de 52 et une autre portée de 59. Donc ça, c'est vraiment l'apogée de la technique de Hans Ulrich Grübenmann, le sommet de sa carrière, son chef-d'œuvre. Et donc ce pont était connu dans toute l'Europe avant qu'il brûle. Donc il a été brûlé par les troupes françaises lorsqu'ils ont battu en retraite lors des batailles révolutionnaires. Alors que reste-t-il de ce pont? Pas grand-chose, il reste quelques documents, quelques gravures, quelques peintures et surtout des maquettes. Alors la première maquette, elle n'est pas loin, elle est juste derrière ce mur, elle est entreposée dans les réserves de l'école des ponts. Et c'est une maquette un peu mystérieuse pour nous parce qu'on ne sait pas pourquoi cette maquette a appartenu à Jean-Rodolphe Peyronnet. Jean-Rodolphe Peyronnet était le fondateur de l'école des ponts. Donc, est-ce que Jean-Rodolphe Peyronnet est allé là-bas et tombé en admiration devant le pont? Est-ce qu'il a envoyé des missionnaires là-bas pour rapporter une maquette chez nous? Le mystère est là. Une maquette encore plus mystérieuse, on n'a même pas d'iconographie, c'est une maquette qui a été construite par Hans Ulrich Grübenmann pour convaincre les dirigeants de la ville que c'était une bonne idée de construire un pont avec une portée aussi grande. Donc la légende raconte, ou en tout cas c'est ce qu'on a lu dans une thèse, qu'il aurait construit une énorme maquette sur laquelle il s'était allongé pour convaincre les dirigeants de la ville que oui, sa maquette, son pont avec cette technique révolutionnaire allait tenir. Et puis après, il y a une maquette dans le musée de Schaffhausen, qui est contemporain du pont, et une maquette beaucoup plus récente à Taufen, qui est la ville natale de Hans Ulrich Grübenmann. Donc le projet, c'est d'aller voir ces différentes maquettes, de faire un voyage, et de prendre en photo toutes ces maquettes et d'en faire des modèles 3D. Photogrammétrie, ça implique tout d'abord de prendre des bonnes photos. Et donc, le premier réflexe en termes de photogrammétrie, le state of the art, c'est de bloquer la bâche de réglage de manière à garder tout au long du lever les mêmes paramètres d'orientation interne. Alors, idéalement, on fait ça en essayant de se mettre en position hyperfocale, mais en termes de photogrammétrie macro, on aura des difficultés. Donc, de face, ça ne va poser aucun problème. Mais dès lors qu'on se met de profil, on va avoir beaucoup de difficultés parce que l'échelle varie beaucoup. Et donc, en photogrammétrie macro, on va s'autoriser de travailler en autofocus. Donc, je vois les photogrammètres hurler là. En fait, il faut faire attention à une notion, c'est le focus breathing. Le focus breathing, c'est l'impact de la mise au point sur la distance principale. S'il y a beaucoup de focus breathing, ça veut dire qu'un changement de mise au point implique beaucoup de différence de distance principale. Et peu de focus breathing, ça veut dire qu'un changement de mise au point implique peu de changements de distance principale. Donc, en photogrammétrie macro, on va s'autoriser le focus breathing, mais choisir un objectif qui génère peu. On va s'autoriser du autofocus, mais prendre un objectif qui génère peu de focus breathing. D'un point de vue très pratique, est-ce qu'on va tourner autour de l'objet ou est-ce qu'on met l'objet sur une table tournante pour tourner autour? Alors la grosse difficulté, c'est que quand on tourne autour de l'objet ou quand on fait tourner l'objet, vous voyez, il y a plein de parties qui vont se cacher derrière d'autres parties, derrière d'autres poutres. Ce qui implique de devoir prendre vraiment énormément de photos. Donc vous allez voir pour les différents modèles que je vais vous montrer, il y a vraiment plusieurs centaines de photos qui ont été prises. Donc aux alentours de 800-900 photos à chaque fois. Ce protocole expérimental, ça pose d'autres questions évidemment, c'est est-ce qu'on met un fond ou est-ce qu'on ne met pas de fond? L'avantage de ne pas mettre de fond, c'est que le background va permettre d'aider l'alignement des photos. Mais l'avantage de mettre un fond, c'est que ça va aider à l'étape suivante, donc soit création d'un nuage de points dense, ce qu'on va voir, on ne va pas faire ça, mais dans la texturation du maillage final, c'est mieux d'avoir un décor neutre qu'on va prendre en photo et supprimer. Alors, dans certains cas, il faut faire attention aux notions de reflet, et donc
en future work, quelque chose qui nous plairait de faire, ce serait, dans les cas où on a des reflets, d'utiliser de la lumière polarisée et sur le flash et sur l'objectif de l'appareil photo. Donc des filtres qu'on met, un filtre sur le flash, un filtre sur l'objectif. Au niveau du workflow, donc le processus, l'étape classique, c'est évidemment de commencer par faire le calcul d'orientation interne et orientation externe à partir des points homologues. Ces points homologues, pour l'instant, on a utilisé l'algorithme SIFT, mais dans notre cas, comme on a des très grosses variations d'échelle, il faudrait qu'on prenne un peu de temps pour essayer AKZ, qui est un autre descripteur de SIFT. Et puis après, le processus classique, c'est de calculer des cartes de profondeur. À partir des cartes de profondeur, de créer des nuages de points pour lesquels on a position des points, couleur des points et surtout les normales, à partir desquelles on fait un maillage. Alors nous, le workflow qu'on a utilisé est un peu intégré. On a skippé l'étape création de nuages de points. Et ça permet directement, à partir des cartes de profondeur, d'obtenir un maillage qui est beaucoup plus fidèle à la réalité, en tout cas beaucoup plus fidèle à notre structure ayant beaucoup de petits détails. Dans le cadre de ce projet, on avait vraiment un foisonnement de différents documents, des documents 2D, des documents 3D. Et pour les comparer, pour les mettre en relation les unes avec les autres, il convient de les géoréférencer. Donc pour tout ce qui est géoréférencement de documents 2D, on va établir des correspondances 2D manuelles entre l'image et un modèle 3D derrière, de manière à calculer ce qu'on appelle un relèvement spatial qui permet de déterminer l'orientation de l'image. Pour ce qui est des alignements des différents modèles 3D qu'on a créés les uns par rapport aux autres, le premier réflexe de photogrammètre, c'est de cliquer plein de GCPs entre un modèle et un autre et d'utiliser une transformation à 7 paramètres ou encore mieux un bundle adjustment. Là, dans notre cas, ça ne va pas forcément bien marcher parce que les GCP vont forcément se placer au niveau de la structure du pont et donc vont être très rapprochés, ce qui n'est pas du tout bon pour la bonne détermination de l'orientation. Et donc, ce qu'on a fait, c'est une approche beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus proche des notions de métier, des notions d'architecture. C'est tout simplement de séparer en 3 étapes. La première étape, c'est tout simplement de verticaliser le modèle. La deuxième étape, c'est simplement de faire un géoréférencement 2D, c'est-à-dire détermination de translation, rotation et échelle. Et enfin, une translation 1D, c'est-à-dire redétermination de l'altitude. Et là, on peut faire comme dans Le secret de la licorne dans Tintin, c'est-à-dire qu'on a 2 parchemins et on va les superposer l'un à l'autre et on peut voir les différences. Donc des différences évidentes, c'est l'absence du clocher, là, alors on ne sait pas s'il a jamais été construit ou s'il a été cassé comme le mât dans Tintin. Et ce qu'on voit aussi, c'est la présence d'une poutre qui est dans une maquette et qui n'est pas dans l'autre maquette. C'est là où ce choix des couleurs n'est pas du tout adéquat, parce que rouge, ça veut dire qu'il y a un problème, mais vert, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de différence. Donc ici c'est rouge, il y a une différence, ici il y a aussi une différence, et pourtant c'est vert. Ce projet de la modélisation du pont de Schaffhouse, ça s'inscrit dans un projet plus global qui consiste à reconstituer toutes les maquettes d'un ancien ensemble qu'on appelait la galerie des modèles. Donc la galerie des modèles, c'était une grande pièce qui appartenait à l'école des ponts, quelque part dans Paris, dans laquelle étaient entreposés des modèles de ponts, des modèles de phares, des modèles d'écluses, etc. Et donc le but, c'est de permettre de reconstituer cette maquette de modèles de plein de maquettes qui sont aujourd'hui éparpillées en France. Et donc de permettre de diffuser ces modèles en 3D en open source. Entrepont, c'est aussi un projet à vocation artistique. Donc là, pour chacune de ces maquettes, on a créé une petite boîte qui va permettre d'accueillir des œuvres d'art qui vont faire parler ces ponts. J'aimerais remercier tous les intervenants dans ce projet, donc Tristan, Lina, Camille, qui ont travaillé, qui ont été précurseurs dans le travail photogrammétrique. Évidemment l'école des ponts et l'université Gustave Eiffel avec lequel on travaille, et la Swiss Young Academy qui ont cofinancé le projet. Je vous laisse lire la bibliographie et reste à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup Emmanuel pour cette présentation efficace, qui nous laisse le temps pour une petite question avant que je laisse tout le monde traverser pour aller à la table ronde.
Alors moi, j'y connais pas grand-chose en miniature, mais par contre, je me posais la question, qu'est-ce qui fait qu'on fait le choix de la photogrammétrie plutôt que du lidar, si ça existe pour ce type de miniature? Au départ, on ne savait pas, on avait la même question, et du coup, on a essayé. Et le problème du lidar, c'est que ça génère énormément de ce qu'on appelle des voiles de marée, c'est-à-dire au niveau des bords. Ici, il y a le lidar qui va passer, ici, là, le lidar qui va bloquer, mais au niveau du bord, ça va créer tout un ensemble de points qui vont être derrière. Et ça, c'est assez difficile, c'est relativement facile dans un cas... quand on fait de la lasergrammétrie architecturale pour enlever ces voiles de marée, parce qu'il y en a un petit peu, mais pas trop. Mais une maquette comme ça, où vraiment c'est composé quasiment que de vide, et qu'il y a très peu de matière, les voiles de marée deviennent vraiment prépondérantes. Et là, dans ce cas-là, les algorithmes classiques de suppression de voiles de marée deviennent vraiment trop compliqués.